Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons tous trouvé émotion et sourire dans le trait de crayon de Peyo parce que, d'une certaine manière, nous sommes tous des schtroumpfs et parce que ces petits hommes bleus sont partout dans nos vies. On les trouve cachés dans la boîte de cornflakes, collés sur le verre de moutarde, plongés en pâte vermicelle au fond de la soupe, mais oui, accrochés aussi au porte-clés ou intégrés dans un prospectus médical pour une campagne, par exemple, contre les hémorroïdes. Schtroumpf, Smurfen, Pouffi, Pitoufos, Baroufets ou Smurfs, ces petits hommes bleus sont des envahisseurs fripons, mais bien plus qu'un extraordinaire produit de marketing, les Schtroumpfs et leur papa ont apporté une joie intelligente et essentielle parce que, nom d'un Schtroumpf, grâce à eux, lire est moins triste que jamais pour des millions et des millions d'enfants. Né à Scarbeck, voici 64 ans, d'un père anglais et d'une mère wallonne, Pierre Culliford, alias Peyo, n'a pas été un lutin très heureux à l'école, peut-être parce que les marges des cahiers étaient un peu étroites pour dessiner, mais surtout parce que c'était la guerre alors qu'il fréquentait le collège Saint-Louis à Bruxelles, où nous allons le retrouver avec ses schtroumpfs d'alors. Bonsoir, messieurs. Ravi de vous découvrir. Alors que vous étiez sur ces bancs, pratiquement ceux-là, enfin, il y a maintenant un petit peu plus de 50 ans, si je ne m'abuse. C'était la guerre. Monsieur Van den Boschel, lors de la rentrée en 6e à Saint-Louis, elle a dû être perturbée par la guerre, j'imagine. Oui, certainement, oui. Mais cette 6e, elle provenait de 3 circuits différents. Il y en avait qui venaient du petit Saint-Louis, de Saint-Josse. Il y en avait qui venaient de la section préparatoire, la 7e A, B, C. J'étais en 7e C, les Flamands. Et puis, il y avait de nouveaux entrants. Je pense que toi, André, tu étais nouveau. Oui. Est-ce que les Allemands occupaient Saint-Louis à l'époque? Oui. Dès la fin de l'année, ils occupaient l'étage supérieur de l'internat. Ceux qui étaient avec Hamels en 6e C pouvaient voir les Allemands prenant leur bain de soleil. Et ils venaient donc loger à Saint-Louis. Ils occupaient l'internat. Ils dormaient à l'internat. Ils dormaient à l'internat. Donc vous les croisiez fréquemment, si j'imagine. Oui, souvent. À tout moment, tout le temps. Monsieur Jaël, quel âge aviez-vous à l'époque? 12 ans. 12 ans. 12 ans, oui. Et c'était assez impressionnant, j'imagine, cette situation-là, cette occupation et le conflit qui était là, à nos portes, qui s'annonçait. Bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle, entre autres, je crois que c'était un 11 novembre. Un 11 novembre, au moment de la récréation, tous les élèves se sont mis en rang et ont commencé à déambuler tout le long de la cour en criant et en scandant « Bosch, Bosch, Bosch ». Et l'abbé Bailleul, qui était le préfet, est alors sorti, évidemment, parce que ça le mettait plutôt en boule vis-à-vis des Allemands qui se trouvaient en haut. Alors, il y a 2 officiers allemands qui sont venus se mettre à côté de lui, et notre brave Bailleul n'en menait pas large. Oui. Alors, il a pris son sifflet, il n'a pas arrêté de siffler, mais il avait beau siffler, on continuait toujours à circuler. Et pour finir, c'était tout juste si ces coups de sifflet ne scandaient pas nos Bosch, 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 Bosch. Et j'ai appris quelque temps après que M. Bailleul a été arrêté pour quelques jours. Oui. Monsieur de Scuter, comment venait votre camarade de classe Peyo, encore que vous ne l'appeliez pas Peyo à l'époque, vous l'appeliez Culliford? À pied, je crois. À pied, lui. Parce qu'il me semble qu'on est revenu souvent de l'école à pied ensemble, comme il habitait également Saint-Josse comme moi. Oui. Monsieur Jaël, dans votre mémoire, est-ce qu'il y a un trait de caractère ou quelque chose qui le caractérisait davantage, qui vous resterait peut-être vous en mémoire? Non, pas un trait de caractère, mais sa voix. Sa voix. Il faisait partie de la chorale. Oui. Et même quand il était au Jubé et qu'il chantait avec tous les autres choristes, c'était presque, on peut presque dire qu'il était soliste parmi les choristes, tellement sa voix pointait au-dessus des autres. Et on peut dire que c'était vraiment quelqu'un
qui aurait pu être un des petits chantres à la Croix de Bois ou les Wiener Sängerknaben. C'est surtout donc un chanteur dans votre équipe. Ah oui, surtout. Oui, et Surtout. le dessinateur, Monsieur de Blot, il apparaissait quelque part, on avait déjà quelques indices de ses dispositions, Moi, je n'en ai pas souvenance. non? Il griffonnait pas, il dessinait pas en classe? Mais enfin, moi, je le fréquentais le plus sur le chemin de l'école. Oui. Je me souviens pas, non. Non. Vraiment pas. Pas spécialement dessinateur, de toute façon. Non. Oui. Mais lorsqu'il a quitté Saint-Louis, vous avez suivi son cheminement, vous avez su qu'il devenait peu. dessinateur? Non. 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 Et apparemment, personne dans la classe n'en a eu vraiment conscience à l'époque. Enfin, qu'il se lançait dans cette carrière. Non, ça a été une surprise. Une surprise. Eh bien, c'est cette surprise, cette carrière, et puis sa personnalité qu'on va évoquer ensemble, parce que bien sûr, on va lui demander tout de suite de vous rejoindre. Alors, Pierre Cullifort, mieux connu aujourd'hui sous le nom de P.O., est-ce que vous voulez bien rejoindre vos camarades, entrer dans votre classe? P.O., nous vous attendons. Et alors, c'est le grand moment, parce qu'il faut de la mémoire. Ah ben, Bonsoir. non. Mais d'abord, vous regardez les uns après les autres. Et je vais vous dire, je vous reconnais tous, mais je serais incapable de mettre un nom sur l'un d'entre vous. J'ai une très mauvaise mémoire des noms. Mais tout de même, il y a Oui, les physiques, les silhouettes, ça revient là? c'est peut-être un petit peu le côté créatif qui Oui. fait. Bon, ils ont changé. Oui, bien sûr, Moi tout petit peu. En 50 ans. 52 Je ans. peux vous demander de prendre place? Oui. C'est il y a 50 ans aussi. Hein. Il y a 50 ans de Bonsoir ça. P.O., je vous salue, je vous Bonsoir. en prie. Mais on va retrouver les noms au fur et à mesure et surtout les souvenirs. Hein, parce qu'il Oui. va falloir aller chercher dans cette mémoire maintenant tout ce qui a pu se passer autour de vous à l'époque, donc il y a 50 ans maintenant. Les élèves nous ont déjà dit que vous n'étiez pas resté très longtemps en classe avec eux, vous êtes engagé plus rapidement qu'eux dans la vie professionnelle. P.O., pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a amené? En fait, j'ai quitté la 6e latine après avoir passé mes examens. Je rentrais en 5e latine et c'était l'abbé Goffoul qui a conseillé ma mère en disant « Attention, c'est la guerre, est-ce que financièrement on pourrait payer des études universitaires à Pierre ? Moi, je vous conseille de le mettre dans un institut technique. » C'était l'orientation professionnelle la plus délirante que j'ai jamais entendue, parce que je me suis retrouvé avec un marteau, un burin et une scie, moi qui ne Aucun toujours nom pas. manuel. Oh non, enfoncer un clou, chez moi, C'est exclu. c'est largement. Oui. Alors vous voyez, là c'était une erreur manifeste. Monumental. Mais dans le fond, à Saint-Louis, il n'y a aucun professeur qui avait décelé vos dispositions pour le dessin? Pour le dessin, non. Je sais que par exemple, j'étais presque automatiquement désigné pour les pièces de fin d'année. Je me souviens d'avoir joué notamment le Chaboté. Oui. Et pour le dessin, j'ai un souvenir d'un professeur qui s'appelait Monsieur Mine. Oui. Qui m'avait donné. Tout le monde a l'air de s'en Oui, souvenir. Monsieur Mine, il fallait le faire d'ailleurs pour être professeur de dessin. Oui. Tous les jeux de mots qui ont pu l'accompagner. Oui. Et alors, c'était un examen, je crois, de dessin, et nous devions dessiner le vitrail de l'église du Jésus. Et j'ai regardé le vitrail de l'église du Jésus, qui se trouve là, plus haut que le Botanique, et ça ne m'a vraiment pas inspiré, et j'ai eu 3 sur 10, avec la mention Cullifort, vous n'avez aucun avenir dans le dessin. Aucun avenir dans le dessin. Il valait mieux vous emparer du marteau, du rabot et... Non, même pas. Non, même pas. Non, mais, par contre, la littérature, le chant, la mise en scène, l'élocution, tout ça me plaisait. Donc le côté quand même artistique, hein, mais, Ah oui, mais oui, dans oui. d'autres directions que le dessin en tout cas. Et cependant, vous avez gardé un bon souvenir, je crois, de Saint-Louis, puisque vous souhaitiez retrouver cette classe Oui, et ces oui, camarades-là. oui. Qu'est-ce qui a fait votre attachement à cette époque-là de la vie? D'abord, c'était la guerre, et il y avait cette camaraderie que j'avais trouvée d'ailleurs
auparavant, parce que j'étais rentré, ma première année, je l'avais fait à Saint-Michel, et avec mon frère, et mon frère désirant faire des commerciales, comme à Saint-Michel il n'y avait pas de commercial, avait était rentré à Saint-Louis, et mes parents avaient dit bon, on ne va pas en mettre un à Saint-Louis, l'autre à Saint-Michel, ce qui fait que depuis les toutes premières années, j'étais rentré donc à Saint-Louis. Il y a des professeurs d'ailleurs qui m'avaient marqué. Celui qui était grand, qui devait faire la... En sixième. Non, en dernière année primaire. Ils sont septième. Colson. 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 Et qui, le jour de la déclaration de guerre, il était officier de réserve. Mobilisé, Colson. Il avait été mobilisé, oui. et il avait fait un tout petit speech à ses élèves en disant voilà, je vous quitte par la guerre, Dieu sait si nous nous reverrons. Et je sais que toute la classe avait été sensibilisée par ce côté réaliste de la vie. Nous, la guerre, bon, il y avait quelques bombardements, mais enfin ça ne nous touchait pas immédiatement. Mais le professeur qui partait... Qui part pour le front. Oui, Oui. Ça vous a marqué. Ça m'avait Ouais. vraiment frappé. On a déjà aussi parlé de la chorale, Monsieur de Scutter. Il y avait beaucoup d'élèves qui faisaient partie de cette chorale. C'était quelque chose d'important dans la vie de Saint-Louis. Si mes souvenirs sont bons, c'était une fameuse chorale. Oui. Une très bonne chorale. Oui, hein. oui. Il faut dire que l'abbé Caron était un excellent musicien. Oui. Et c'était une excellente Oui. chorale. Aussi un excellent dessinateur. Ceux qui ont chanté le grégorien avec lui se souviennent sans doute des grandes feuilles qu'il illuminait lui-même, Caron. Mais dans la chorale, est-ce qu'il y a des garçons qui avaient une voix et qui sont devenus célèbres grâce à leur voix? Je n'en ai aucune idée parce que j'ai été obligé de quitter la chorale Oui. en même temps que le collège. Que le collège. Et d'autres dans la classe ont le souvenir de garçons qui ont utilisé leur voix ou qui ont chanté, qui sont devenus... Jacques Brel. Oui, Jacques Brel, bien sûr. Jacques Brel. Et oui, Il le suivait de 2 ans. il était à Oh non, il était dans le un an palmarès que plus j'ai. jeune que je. Et, enfin, Oui. notre sortie de Réto, Oui, mais lui, peut-être qu'il avait approfondi, mais, Oui, mais c'était là, il non. était en 3e. Mais Oui. Jacques Brel a chanté à la chorale pendant des années, mais il était surtout actif à la dramatique de Saint-Louis. Je ne sais pas si ça vous dit Absolument. quelque chose, avec l'abbé Deschamps, puis avec le prof de diction, l'aumônier. Oui. Monsieur Expansion, Henkens, il faut évidemment que je reprenne cette information. Est-ce que vous avez le souvenir, vous, de Jacques Brel à Saint-Louis? Oui. Moi, j'ai le souvenir, d'après une photo, et je me suis dit, mais c'est Jacques Brel. C'est Jacques Et Brel. j'ai eu l'occasion de rencontrer sa fille, Oui. et j'ai dit, est-ce que Jacques Brel a été à la chorale? Il m'a dit oui, il m'a raconté qu'il était à la chorale, mais on ne l'avait pas gardé longtemps parce qu'on estimait qu'il ne chantait pas suivant les directives qu'on lui donnait. Ah bon? Un petit peu comme moi pour Oui, le donc, dessin. voilà, c'est curieux quand même. Un dessinateur, Enfin, on lui a conseillé de il a faire autre chose, et un chanteur. continué. Oui. Il était un peu chahuteur. Il était un peu aussi, hein. chahuteur, Ah, monsieur pas- Henkens. pas- Est-ce que vous avez encore d'autres souvenirs, monsieur de Scutter, de la vie de la chorale, par exemple? Est-ce que la chorale a eu quelques difficultés à travailler alors que les Allemands occupaient Saint-Louis, logeaient à Saint-Louis? Mais il y a une histoire qui était assez amusante. Le gibet donnait sur un grand escalier et qui menait jusqu'aux endroits où les Allemands logeaient. Oui. Et je me rappelle, on sortait d'une répétition et un copain demande à un autre, tu sais pas me prêter 80 centimes pour mon tram? Oui. Et l'autre lui répond, écoute mon vieux, j'ai pas un rond en poche. Et vlan, il reçoit une de ces taloches d'un officier allemand qui montait, qui avait évidemment pas très bien compris le poche. C'est ça. Voilà, évidemment, l'abbé Caron, Il n'avait a pas l'habitude de se confondu laisser les deux faire. consonnes et... Et pour lui, c'était Bosch. Hein. Ouais. Et l'abbé Caron ne s'est pas laissé faire, a été voir le supérieur, et l'officier s'est excusé Oui. auprès de C'est l'élève. passé au bas de l'escalier Au bas de l'escalier, on qui sortait montait au au Jubé, Jubé. devant le bureau du préfet. C'est ça. préfecture. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Avec qui Monsieur j'avais eu Chaland, vous avez aussi des souvenirs de, on peut appeler ça peut-être de la résistance passive de la part des élèves à l'époque? Mais moi, je me souviens en particulier d'un 11 novembre. Je ne sais pas même si le c'était premier. 40, 41, 42, je ne sais premier. plus lequel. Je crois que c'était l'un des premiers, en tout cas, Non, de le l'occupation, ou le premier. Et je crois que c'était dans la cour, que tout d'un coup, il était 11 heures et que tout le monde s'est immobilisé pour respecter la minute du silence.
Et je crois que c'est à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, qu'un Allemand qui était dans la cour avait gardé son chapeau, bien entendu, et qu'il y a un grand, des grandes classes, donc de deuxième ou réto, je ne sais pas, qui a crié « Ton chapeau, animal !» Instantanément, il a obéi, il s'est mis au garde à vous, il a enlevé son chapeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Enfin, ça marque quand même l'esprit qu'on avait à ce moment-là. On était vraiment gonflé à bloc. Peyo, est-ce que pour vous, là, le souvenir de la guerre, c'est très très clair ou bien vous étiez vraiment insouciant, parce que 12-13 ans quand même? J'étais insouciant, mais il y avait tout de même des moments particuliers. J'avais un frère donc, qui était à Saint-Louis, qui était de 7 ans mon aîné, et qui a eu des ennuis, bien entendu. Il faisait de la résistance, je me souviens, dans le garage de la rue Montrose. Il faisait des faux passeports et des histoires comme ça. Et un jour, il est parti, on nous a dit qu'on l'avait embarqué à Louvain. Et je sais qu'à 12 ans, je suis parti tout seul à Louvain, et à la porte de la prison de Louvain. On m'a dit « Ah non, on l'a relâché ». Mais je vois encore ce trajet et mon frère déporté, où il y en avait qui ne revenaient pas. Oui, évidemment. Ça, c'est un des grands souvenirs qui vous a marqué. Plus, alors, il y avait le souvenir gastronomique. Parce que j'étais tout de même assez gourmand, et de là à recevoir un chocolat par mois, ça me touchait tout de même. Ça vous touchait aussi? Ben oui, surtout que j'avais mon frère, ma sœur et moi-même, et il fallait planquer son chocolat, parce que sinon, on disparaissait. Oui, mais dans le fond, est-ce qu'à l'époque, l'école n'était pas payante, Peyo? Oui, il y avait le Minerval. Il y avait un Minerval qui était important? Là, je n'en ai 720 aucun. francs par trimestre. 720 francs par trimestre. En 1940. Oui. Parce que j'avais fait l'examen du Fonds des mieux doués et mon Minerval était réduit de 720 à 360, qui était juste la moitié. Mais et ça correspondait à... C'était très cher. 720 francs. Mais oui, Oui, l'abonnement des trams. Plus le tramway. Je vous dis que le tram coûtait 1 franc. Et 95 centimes. Ou 95 centimes. en première ou en deuxième classe. Oui, en francs constants aujourd'hui. Mais monsieur de Scutter, vous avez une réaction à apporter à ce propos-là? Oui, parce que je ne suis pas d'accord sur les chiffres. Voilà la preuve. Ah bon, vous avez conservé le document? J'ai deux factures, enfin Quelle année? 38-39, c'était 875 francs, plus 20 francs de cours de gymnastique et 10 francs de frais généraux. Mais c'était une fortune qu'on vous demandait là. Oui, c'est cher. Mais mon frère et moi, c'était deux. Le gymnastique C'était pour était deux. donc... Oui, la gymnastique était à part. Et 39-40, nous étions réduits à 650 à 575. Oui. Donc pour un, plus toujours frais généraux, 90 francs à ce moment-là, et 10 francs pour cours de gymnastique. Et les 10 francs du cours de gym, ça représentait? Qu'est-ce que cela couvrait comme dépenses? Le professeur de gymnastique, sans doute. Hein. La casse. Le matériel. Les destructions, le matériel. Oui. Mais ce sont vraiment des sommes importantes, parce que c'est par trimestre ce que vous me dites oui, là. Oui. À raison. Le réfectoire en plus. Vous n'aviez pas de réfectoire? Non, moi j'avais du réfectoire. Plus du réfectoire aussi. Mais Plus de livres et tout, oui, bien sûr. oui, monsieur le sculpteur, c'était vraiment pas offert à tous les enfants, et il fallait que les parents puissent payer les études comme cela. Ah, oui. Hein? Ils se sacrifiaient à l'époque. Oui. Mais il y avait une sélection, il y avait un certain élitisme alors qui devait jouer quand même, non, à Saint-Louis? Non, à Saint-Louis comme partout ailleurs, dans un collège. Hein. Peyo, à l'époque, est-ce que vous griffonniez déjà dans le fond? Je me souviens que mes grammaires latines, il y avait une très belle marge. Oui. Hein, mais je ne montrais pas mes dessins aux autres. Je faisais des petits croquis, pas tellement des caricatures. Je n'ai jamais été un très très bon caricaturiste. Mais je sais qu'en rentrant, je faisais mes devoirs, mes leçons, et puis hop, automatiquement, je dessinais. Oui. Est-ce qu'à l'époque, cela avait un certain prestige aux yeux des camarades et des enseignants de bien dessiner? Ou bien la différence générale? C'est-à-dire, c'était plutôt une indifférence. Et alors, les amis de mon frère avaient dit à ma mère, mais il est passionné pour les petits journaux comme Mickey, Robinson, Hopla, qui étaient des journaux d'avant-guerre même.
Et il ne faut pas le laisser dire, ça ne le mènera à rien. De nouveau, Oui, art mineur. Et ma mère, quand je lui ai dit, tu sais ce que j'aimerais bien, c'est d'être dessinateur, m'a répondu, ah là là, artiste, tu seras célèbre après ta mort. Et oui. Elle a eu tort. Monsieur Van den Boschel, dans le fond, à 12-13 ans, il y avait des bandes dessinées. Oui, je pense qu'on avait déjà... Enfin, il y avait Bravo. Bravo. Oui, bien sûr, Tintin Tintin. dans le XXe siècle. Alors... Cri-cri. Et puis alors il y avait toutes les éditions d'Averbode, donc pour l'école primaire, il y avait les hebdomadaires donc qu'on distribuait Bonjour et que ça oui. Bécassine peut-être à l'époque déjà. Non, c'était pour la grande Saint-Nicolas Bécassine, pour les filles. Pour les filles uniquement, vous, ça ne vous intéressait pas du tout. C'est aussi. Et les pieds nickelés. Et les pieds nickelés. Oui. Interdit. À Saint-Louis d'ailleurs. Monsieur Vermeulen, les pieds nickelés étaient interdits. Oui, absolument. Il y avait des lectures un petit peu trop légères. Hein. Alors, on considérait que c'était... La morale des pieds nickelés, c'est pas tellement brillant. Hein. C'est trois bandits. Et... Oui. Il Mais faut pas... il y a des bandits qui peuvent être sympathiques, non ça, non Oui, bien sûr. Oui, mais pas pour les profs. Et parce que, on interdisait la lecture des pieds nickelés. Il suffisait que c'était interdit pour qu'on allait l'acheter aussi. Évidemment. C'est incroyable. Péo. Et puis il y a des bandits comme... oui, qui défendent en fait l'opprimé ou Arsène Lupin, qui veulent les riches, donc ça n'a pas d'importance. Mais là, les pieds nickelés, eux, ils volaient même les pauvres. Oui. Ils roulaient les gens. C'est vraiment de très mauvaises compagnies. Oui, il y avait un côté qui me déplaisait. Oui. Je les ai eus tous. Bien sûr. Et c'était confisqué. Pour voir jusqu'où ils étaient. C'était confisqué. On confisquait la lecture des pieds nickelés. À Saint-Louis, tout était défendu. Oui, expliquez-vous. Monsieur Montaigne. Nous étions à côté du Bon Marché à l'époque. Oui. Il était défendu de rentrer au Bon Marché. Il y avait un prêtre, donc un des profs, qui faisait à chaque entrée pour voir si on n'allait pas rentrer au Bon Marché. Oui. Parce que on voyait des soutiens-gorge, peut-être, je ne sais pas, mais on ne pouvait pas aller, c'est un lieu de perdition. Le Bon Marché était un lieu de Le Bon Marché est un lieu de perdition défendu. Et puis on risquait de rencontrer les filles qui venaient de l'école de la rue du Marais, qui étaient certainement des êtres de perdition aussi. Oui. Un de mes camarades me rappelait qu'il a failli, je ne sais plus qui m'a raconté, qu'il a failli être renvoyé parce qu'il a, tout au moins, il a été appelé chez le préfet, parce que sur le Bourentram, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Mais oui, le fameux tram vicinal. Notre tram, Vermeulen et moi, ce tram passait par la rue Pierce, donc pour aller vers la gare de l'Ouest, vers Skeude. lycée Montmartre. Et là, il y avait le lycée Montmartre et les filles montaient toujours dans ce tram. Et bien sûr, c'était le chahut assuré, mais gentil quand même. Et bien un jour, j'étais convoqué dans le bureau de Monseigneur de Nayer et j'étais vraiment... j'ai eu la baguette sur les doigts là. Hein. Ah, parce qu'il y avait une punition corporelle. Parce que, oui. J'avais été repéré et j'étais vraiment le trouble fait de ce tram. Le trouble fait du tram. Oui, alors là, on rejoint l'histoire du Bon Marché et c'est ça. Les filles, on ne pouvait pas même les voir. Et bien sûr... C'était vraiment des règles de morale. Oui, on avait 12 ans. Hein, pour le moins sévère. Nous avions beaucoup de punitions corporelles. Aussi Nous en avons parlé tout à l'heure. Il y en avait un célèbre, je crois que c'était en 4e primaire, M. Scheidt. En 9e. Ah, oui. Ou en 9e. En 9e, oui, c'est ça. Prof de 7e, après, chef. Avec un cache-poussière beige. Et comme disait mon ami, c'était toute la journée, il se trouvait avec une règle et tapait sur les doigts. Hein. Et alors, on sanctionnait quoi, des mauvais résultats Pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai une dent cassée. Oui. C'est à Saint-Louis qu'on me l'a cassée. Dites-moi. J'ai reçu une gifle du prof. Oui. J'ai cogné le coin de son pupitre. Oui. À cette époque-ci, le prof irait en prison pour ça. Oui, il aurait de sérieux ennuis, en tout cas, oui, À ce absolument. moment-là, c'était tout à fait normal. Oui. Et vous supportiez aisément cette discipline? Oui. Mais il s'en souvient. Mais vous en souvenez, oui. Mais c'était dans l'air du temps, c'était assis, un peu partout. Comme le bon petit diable
Oui. Monsieur de Blot, dans le fond, dans la classe, supposons que P.O. n'était pas peut-être le premier de classe, mais c'était un bon camarade de toute façon, ça vous nous l'avez dit. Et est-ce qu'à l'époque, les professeurs le sanctionnaient? Est-ce qu'il y avait des cols d'abord à l'époque? Est-ce qu'on punissait les élèves? Je ne sais pas si Pierrot, il a été collé, mais moi je l'ai été, ça je m'en souviens très bien. Vous l'avez été? Et j'ai encore le souvenir d'une colle. Oui. Ah bon? Vous avez encore une? J'ai le papier. C'est dans le document de l'époque? Absolument, oui, ça date de... Oui, il faudrait que je mette mes lunettes, mais... 41, 19 juin 41. 19 juin 41, c'est signé par l'abbé Caron. Oui. Et alors, qu'est-il indiqué? Je ne suis pas indiscret. Ah ben oui, c'est pas très élogieux pour moi, hein, mais enfin, Non, il y a bon. longtemps. Oui. La prescription. Billet de retenue pour M. de Blot, depuis 14h30 jusqu'à 16h, le 19 juin 41. Motif, aïe, ne remet ni punition complète, ni devoir. C'était un jeudi. Non, c'est un samedi après-midi. Et alors, ça vient... Oui. Une grosse retenue. Une grosse retenue. Sinon, c'était le mardi après-midi ou le jeudi après-midi. Ou la messe du matin, qui était une punition aussi. Pour le retard. P.O. Une petite anecdote à propos justement des punitions. Ça devait être le 6 mai 40 et j'avais reçu une punition du genre conjuguer les verbes et le lendemain j'avais pas fait ma punition 7 mai doublé. Le troisième jour, c'était triplé. Et puis, le quatrième jour, si vous ne l'apportez pas, vous serez renvoyé du collège. Et je me suis réveillé le 10 mai 40, j'ai entendu boum boum boum, ma mère était rentrée dans ma chambre en disant « c'est la guerre !» J'ai crié « youpi !» sinon, j'étais viré du collège. Vous êtes un des rares à être sauvé par la guerre, si je comprends bien. C'est ça. Oui. Mais donc, vos aptitudes pour le dessin, c'est pas vraiment à Saint-Louis qu'on a pu les révéler. Si j'ai tout de même un souvenir de l'abbé Sconiens. L'abbé Sconiens. Il donnait son cours de Grèce antique en dessinant au tableau. Vous n'auriez pas entendu voler une mouche pendant son cours. Il avait une patte fantastique. Oui. Et il illustrait ce qu'il racontait. C'était déjà, en fait, plus ou moins de la bande dessinée. Mais est-ce qu'il vous a, vous, encouragé directement? Non. Il n'était pas professeur de dessin, d'ailleurs. Oui. Mais le nombre il y avait dans la petite cour, là où on jouait à la balle pelote, il y avait un panneau, un grand panneau noir sur lequel il illustrait pour telle réunion. Alors, quelle est la personne, quel est l'homme qui, en premier, vous aide à développer ce goût pour le dessin et qui vous incite, en tout cas, à faire du dessin vous-même dans votre vie? Oui, ce n'était certainement pas mon père qui était agent de change, et qui doit s'être retourné dans sa tombe, il est mort très jeune. Ma mère avait un côté artistique qui faisait que ça lui faisait un petit peu peur, dessinateur. Mais enfin, elle l'admettait tout de même un petit peu, mais très peu de gens m'ont vraiment encouragé. C'est après cet apprentissage dans cette école technique où je suis resté 2 ans, que je me suis dit, bon, il n'y a qu'une façon de m'en sortir, je vais travailler. Et j'ai cherché dans les petites annonces et il y avait une annonce demandant un dessinateur pour dessin animé. C'était encore pendant la guerre. J'ai été présenté, j'ai été engagé. Je me souviens, on m'avait offert 800 francs par mois. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Franquin, Maurice, qui avaient mis le pied dans l'étrier. Et de tout cela, c'est qui vous aide le plus alors ou qui vous incite? C'est Franquin. C'est Franquin qui... Oui. Et ça, je lui dois. Il y a 4 ans de plus que moi et 40 fois la virtuosité. C'était votre maître, quoi. Ah oui, toujours. Oui, toujours. Aujourd'hui, toujours. Oui. Oui. Et c'est lui qui vous aide aussi dans la découverte, on a déjà souvent raconté, du fameux mot magique, Schtroumpf.
c'est grâce à lui aussi. Oui, c'était le hasard. Nous passions des vacances ensemble et un jour, pour lui demander à table de me passer la salière, il y a parfois les mots qui échappent comme les noms. Désolé. Oui. Et je voulais dire, passe-moi le sel, la salière. Je ne trouvais pas le mot. Et plutôt que de dire chose, machin, truc, bazar, bidule que l'on emploie habituellement, j'ai dit, passe-moi un petit peu le schtroumpf. Et il m'a dit, bah, tiens, voilà ton schtroumpf. Et je lui ai répondu, bah, merci de me l'avoir schtroumpfé. Quand j'en aurais plus besoin, je te le schtroumpferai. Et c'est parti comme ça. Oui, justement, comme des gamins. Oui, de la manière la plus banale, la plus étonnante aussi. C'est vraiment le hasard. Personnage dans mon idée. Et alors, c'est dans une histoire de Jean et Pierre-Louis que je faisais à cette époque-là, où il y avait des personnages qui avaient créé une flûte enchantée. Je me suis dit, tiens, un genre de Newton, Farfadet, j'aimais beaucoup tous ces petits personnages de légende. Alors j'en ai dessiné un, je l'ai fait bien bleu pour bien montrer que c'était pas un humain. Oui. Et puis j'ai dit comment l'appeler. Je me suis souvenu du mot schtroumpf. Oui. Et je me suis dit, bah, si je l'appelle un schtroumpf, pourquoi ne pas le faire schtroumpfer? Oui, et c'est parti. Et j'ai dit à mon éditeur, M. Dupuis, à cette époque-là, vous savez, c'est un personnage qui... Non, je sais que vous avez des ennuis avec la censure française pour le bon langage. Celui-là, bon, il ne parle pas tellement bien le français, mais c'est un personnage accessoire. D'ici 2-3 ans, on n'en parle plus. Il va disparaître. Oui, vous n'aviez pas plus confiance que ça dans l'avenir de votre schtroumpf, alors. Il n'y a jamais moyen de prévoir la réaction du public. Oui, oui. Parce que si on m'avait dit, maintenant il va y avoir 35 ans, que ce personnage-là deviendrait plus connu que les autres personnages que j'ai dessinés, comme Jean Pierre-Louis, Benoît Bricefer ou Poussy. Non, c'est le public qui a décidé pour vous. Qui a dit, ça, on en va encore. Non, mais enfin, l'homme de confiance, l'ami de toujours, le maître, Franquin. Ah oui, certainement. Alors, on va lui demander de participer à l'émission de ce soir, et on va lui demander, vous autres, chers amis, de le découvrir, et vous de le retrouver. Je vais demander, en effet, à Franquin, qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir, et il ne sort pas souvent, chacun le sait, de venir en classe. Bonsoir, j'en prie, restez assis, monsieur le secrétaire. Voilà, asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais me trouver une place? Non, je vous en prie, restez dans la classe. Oui, oh là là. C'est la place des profs ici. C'est pas ma classe d'ailleurs. Ce n'est pas la vôtre. Elles se ressemblent toutes, elles se ressemblaient toutes à l'époque. Ouais. Donc vous êtes le copain de toujours, là. Oui, toujours à partir de 1945. À partir de... nous n'étions pas encore libérés quand le studio est venu de Liège. Ah oui? Oui. Oh. Il y a eu la libération et puis les Américains qui sont venus à... Oui, ça je me souviens très bien, ça a été pittoresque. Et c'est vrai, Franck, que sans vous, les Schtroumpfs n'auraient jamais vu le jour, peut-être? Non, je ne crois pas du tout. Non. Mais un gars doué comme lui, il devait, dans n'importe quelle circonstance, il devait sortir quelque chose en bande dessinée, parce que c'est... Oui, mais qu'un personnage... je disais, c'est le public qui décide. Bon, quand il a fait Gaston... Son premier Gaston, il n'y croyait pas non plus. Pas plus. Et Dieu sait moi, ça m'amusait, c'est tout ce qu'il me fallait. L'éditeur n'y croyait pas. Le Marsupilami non plus, tu oui, croyais pas. Mais alors, quand avez-vous remarqué qu'il y avait quelque chose à tirer de ce dessinateur et de ses idées? On sentait qu'il aimait ça, qu'il était fait pour ça. Ça se sent, ça se remarque. Et ça suffit. Il dessinait déjà pas mal, en fait. C'était pas Léonard de Vinci à l'époque. Oui. Alors, je me souviens que j'avais donc connu Franquin dans ce studio de dessin animé. Et puis on s'était perdu de vue. Et un jour, je le retrouve à Port de Namur. Et il me dit, est-ce que tu dessines toujours? Je dis oui, j'envoie mes dessins chez Dupuis et on me les renvoie en disant c'est pas mal, mais faites des progrès, continuez. Oui. Il dit, viens me montrer tes dessins. Et j'apporte des dessins à André qui me dit, mais tiens, je vais justement à Marcinelle cet après-midi.
laisse-moi tes dessins, je vais les présenter à Dupuy. Il est revenu l'après-midi, et il m'a dit, ça va, tu peux commencer. Le piston. Le piston. Et quels arguments alors? J'ai vraiment. Bon, on n'est jamais deux à avoir les mêmes souvenirs. Hein. Non, non. Et vous ne vous souvenez pas d'avoir défendu la candidature ou d'avoir soutenu en tout cas? On a vu l'éditeur par après avec Pierre. On allait rencontrer l'éditeur qui venait de temps à autre à Bruxelles pour voir ses dessinateurs. Oui. Je me souviens même, il y a une petite anecdote. Nous étions avec Dupuy, Pierre et Dupuy, Charles Dupuy, dans un café où on se rencontrait. C'était une des premières fois qu'il voyait Port-Louis. Et Pierre présentait des dessins où il y avait une séance où un personnage était aux prises avec un bourreau. Et on lui faisait avaler beaucoup d'eau, il gonflait, il gonflait. On voulait lui faire avouer quelque chose. Oui. Et alors, pour faire une farce, il y a Charles Dupuy qui regardait ça. Et pour faire une farce, je dis, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur, c'est une séance de torture. C'est vrai, dit l'éditeur. Je lui ai fait louper son son. L'album est apparu, mais ils n'ont pas remplacé et pendant des années, mon fils Thierry m'a dit je lisais cet album et pour ne pas paraître être un imbécile, je ne disais rien, mais je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup il avait un gros ventre comme ça. Il avait supprimé la scène. On avait supprimé tout de suite. Et il faut dire, on a eu la chance d'avoir un éditeur qui a cru dans la bande dessinée belge, alors qu'au départ, il était plus facile d'acheter des bandes dessinées américaines. Et puis il a laissé tomber, il a donné vraiment leur chance. Il a publié certaines séries américaines, surtout avant-guerre. Et alors, chose curieuse, j'ai l'impression, on a eu tous l'impression que la bande dessinée dans laquelle on avait un peu appris notre métier, la bande dessinée américaine, donc, n'est pas ressortie après-guerre, a été abandonnée, je ne sais pas pourquoi, elle avait changé. Tous les journaux qu'on avait connus n'ont pas reparu. Mickey, Robinson, Oprah, tu les as cités. Les trois principaux à cette époque, juste avant-guerre. Ils ont cessé pendant la guerre, évidemment. Oui, c'est ça. Oui. Mais comment expliquez-vous la réussite des dessinateurs en Belgique, cette extraordinaire école belge de la bande dessinée? Vous l'attribuez à quoi, il y a? Mais l'absence de ce moment-là de la bande américaine qui n'était pas revenue est une partie de l'explication. Oui. Alors, il y a une autre partie de l'explication. Il y a aussi beaucoup de dessinateurs en France et d'excellents. Mais la France, étant un pays très littéraire, se méfiait très fort de la bande dessinée avec ses textes dans les ballons. Nos enfants n'apprendront plus à lire, etc. Ces ballons qui se promenaient comme ça. On avait oublié que les illustrations bibliques, souvent, il y a des phylactères avec les mots que dit le saint en question. Non, et alors, les Américains, parfois, paraissaient, quand ils ont reparu, avec un petit texte. Ils avaient supprimé les ballons dans Mickey, par exemple. Ils avaient enlevé les ballons et quelqu'un était chargé de faire un petit texte poétique en dessous à la manière française. C'est là-dedans aussi que j'ai appris. C'est Mickey. Avant-guerre paraissait déjà comme ça. Et cela pour donner plus de prestige donc à la bande dessinée. Oui, parce qu'ils se méfiaient de la bande dessinée. On a parlé des... comment c'est les trois là? Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, oui, ça c'est... mais Forton faisait aussi un autre petit personnage que j'ai oublié. C'était Bibi Fricotin. Bibi Fricotin, oui. Il a une mémoire terrible. Les aventures de Bibi Fricotin. Oui. Ça n'était pas vulgaire comme ça. Non. Mais aujourd'hui, P.O., est-ce qu'il est plus facile de réussir pour un jeune qui aura des dispositions dans l'univers de la bande dessinée? Vous croyez que c'est plus simple? Je crois que c'était aussi difficile que quand nous avons commencé notre métier. Je crois que ça l'est plus. C'est peut-être plus difficile et malheureusement, les jeunes n'ont plus la même optique que nous avions, André et moi, quand nous faisions une planche. C'était on va raconter une histoire aux enfants ou même aux adultes. Et alors il y avait le plaisir de dessiner, et puis quand on a fini la page, ah oui c'est vrai, maintenant il faut faire une facture. Ah, il faut tout de même bien manger. Tandis qu'actuellement, ah mais vous êtes indépendant, m'a dit un jour un jeune de 17 ans je crois. Oui, mais pour la pension, alors. Bon, écoute, va chercher un boulot dans un ministère. Les temps ont changé. Votre sentiment là-dessus, André? Je crois, moi, que c'est plus difficile actuellement. Et ces jeunes-là, tu as raison, mais il y a aussi le problème qu'ils sont souvent, se lancent plus tôt, plus jeunes.
Ils ont parfois compagne et parfois enfants. Alors le problème, ils sont obligés d'être plus intéressés que nous l'étions. Moi j'étais encore chez papa-maman, etc. Oui. Oui. Et puis maintenant, ce qu'il y a, c'est la bande dessinée ici étant très connue. Moi j'ai commencé alors que je connaissais la bande dessinée par Hergé et par les Américains. Et alors quand elle s'est multipliée ici, il y a beaucoup plus de candidats qui sont arrivés. Hein. Oui. Ils sont plus. Alors maintenant, il y a un gros problème, c'est qu'on peut. Les journaux de bande dessinée ont diminué beaucoup leur tirage. La télévision a remplacé un peu ça. Alors c'était la façon de présenter un personnage au public. Et on ne peut pas toujours le faire par la télévision. Non, bien sûr. Oui, et alors ce qu'il y a, c'est que même si on fait dans un journal une série dans laquelle un éditeur croit, il va vous publier un album. C'est l'album qui rend ce métier intéressant, entre autres. Hein. C'est quelqu'un qui dessine pendant quelques années, c'est un débutant, et puis s'il a un album, ça commence à devenir plus intéressant. Un dessinateur à ce moment-là. Ouais. Et seulement, comme maintenant, il y a tellement de journaux qui font ça, on paraît parfois avec un nouveau personnage directement en album. Sauf en album. Et ce personnage qui s'avance tout nu dans l'inconnu comme ça, oui. Il n'est pas connu justement, et ça doit être drôlement fort pour attirer l'attention. Et pour l'imposer au public, oui. Évidemment. Vous-même, votre sentiment sur les Schtroumpfs, quand vous les voyez, qu'est-ce qu'ils vous font? Est-ce que vous les trouvez, je sais pas, sympathiques, mignons Ah, j'y suis tellement habitué, les Schtroumpfs. Oui, je les aime beaucoup, évidemment. Vous les aimez? Oui. Les dessins de Pierre ont une qualité, que ce soit les Schtroumpfs ou les autres dessins, Jean-Pierre Louis. C'est clair, c'est la série la plus claire que je connaisse. Et c'est pas à cause d'une paresse, je ne crois pas qu'il soit paresseux du tout, mais il sait dessiner simple, ce qui pour moi a toujours été un problème, parce que j'ai une tendance à remplir une image, ce qui n'est pas bon. Oui. Hein, Hergé, par exemple, faisait des cases d'une simplicité remarquable dans un autre style, mais jamais une image d'Hergé ne posait un problème de lecture. Or, dans notre métier, si vous avez besoin d'un déchiffrement du lecteur, vous perdez 60% de vos lecteurs. Le lecteur, il veut savoir, mais il veut savoir facilement. C'est ce qui arrive. S'il accroche là, qu'il ne comprend plus, ça ne va pas. Donc vous aimez les Schtroumpfs? Oui, j'aime bien les Schtroumpfs. Ce serait dommage. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. On vous retrouve après la classe. À la récréation. À la récréation. À tout à l'heure. Et, bon séjour dans la salle des professeurs, parce que c'est là qu'on va vous retrouver tout à l'heure. Voilà. Donc c'était le grand ami, l'ami de toujours, Péo. Aujourd'hui, quand on parle d'un album des Schtroumpfs, qu'est-ce que ça peut représenter comme tirage? Parce que je voudrais avoir une idée du point de vue du chiffre. Quel tirage fait-on? Je vous avoue franchement, ni le tirage, ni ce que ça rapporte. Je sais que je ne dois plus attendre la fin du mois maintenant pour payer mon loyer ou m'acheter une voiture. Mais j'ai passé toutes ces contraintes à mes enfants. C'est-à-dire que ma fille s'occupe du domaine commercial, elle a fondé une maison, exploitation sur un verre de moutarde, les milliers de choses sur lesquelles on trouve mon personnage. Et à mon fils, la partie artistique. Lui, il supervise, il dit non, je trouve mon père l'aurait fait comme ça. Il regarde les découpages, il y a 4 dessinateurs qui travaillent pour lui et pour moi automatiquement, parce que je continue à faire donc, des histoires. Je les invente et pour l'instant je les travaille avec mon fils. Et puis alors je fais des croquis et d'autres dessinateurs soit les repassent à l'encre ou bien font un décor facile, comme ça. Mais des exemplaires, vous n'avez pas une idée du tirage que cela représente, les Schtroumpfs? En tout? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Mais encore. Attendez, je crois que le bébé Schtroumpf, on a tiré cela avec des langues étrangères, je crois à peu près 1 million d'exemplaires. Pour une série? 1 million d'exemplaires? Oui. Pour un album?
C'est ça, oui. Ouais. Et on trouve partout dans le monde le Schtroumpf. Il est présent Dans sur tous les 22 continents. pays différents. C'est-à-dire que je le sais parce qu'il y a 22 langues. Chaque fois qu'ils passent une frontière linguistique, ils sont traduits. Oui. C'est étonnant. Mais d'abord, bon, je les avais appelés Schtroumpf, et puis comme il y avait une édition néerlandaise du journal de Spiro, ils ont dit oui, mais OU en flamand, ça va pas très bien, on propose de Smurfen. Oui. Bon, ben, mettez de Smurfen. Les Allemands sont arrivés en disant les Schtroumpfs, chez nous, ça fait tirer des chaussettes. Nous n'en savons absolument rien, je ne vais pas aller après mes 3 mois d'allemand. Les Anglais ont préféré Smurf. Les Italiens, oui, eux, ils ont dit on aime bien les petits personnages, mais vous savez, Schtroumpf, pour nous, Italiens, c'est un peu lourd. Oui. On propose des pauvres filles. Des pauvres filles, évidemment, oui. je ne pouvais pas leur donner. Et en 22 langues, il parcourt la planète aujourd'hui. Oui, à peu près dans... Oui, oui. Dans la classe, qui a déjà lu les Schtroumpfs? Oui, à l'évidence, c'est la culture universelle aujourd'hui, hein. La langue Schtroumpf. Enfants et petits-enfants. Et petits-enfants aussi. Ah oui, ça c'est un phénomène qui m'amuse bien maintenant. Ce sont les pères ou parfois les grands-pères qui viennent en disant à leurs enfants, petits-enfants, regarde ça, c'est le dessinateur des Schtroumpfs. Mais tu sais, papa les lisait avant toi quand il avait ton âge. Oui. Et là-bas, oui, il y a 35 ans, bon, celui qui avait 10 ans quand il me lisait, il y a 45 ans, il est maintenant donc déjà à son tour responsable. Un peu fier de l'avoir lu avant son fils. Par ailleurs, les Schtroumpfs en bande dessinée, bon, on voit à peu près quand ils sont nés, mais le cinéma, alors, le film, l'animation. Oui, il a eu beaucoup d'importance pour moi. Il y a un jour un studio ici en Belgique qui a demandé à faire l'adaptation de La flûte à 6 Schtroumpfs, qui était donc la première histoire dans laquelle les Schtroumpfs revenaient. C'était un long métrage et ça a bien marché. Et puis, les Américains à qui on avait proposé les Schtroumpfs, ils disaient, oh, un personnage européen qui n'est même pas même des USA, oui, dans un classeur, jusqu'au jour où la petite fille de cet Américain qui avait donc de chez NBC avait mis ça dans un dossier à oublier, se promène à Los Angeles et sa petite fille voit un Schtroumpf en peluche. Il y en avait un qui avait pris le risque de vendre ça en peluche. Et elle avait demandé donc à son père de lui acheter ça. Elle dit tiens, c'est ce personnage qu'on m'a proposé comme dessin animé. Et la petite fille s'en va avec la peluche Schtroumpf. Elle va coucher avec lui. Et ça, c'est par plus. Et le père, il s'est dit et tout de même, si ma fille aime bien ça, peut-être que les autres petits Américains l'aimeront également. Il dit on va faire un essai. Et ils ont téléphoné au studio Hanna-Barbera en disant voilà, on va faire un essai de 26 épisodes, peut-être que ça marchera aux États-Unis. Alors, quand nous nous sommes arrêtés au 256e épisode, et c'est pas ça, mais pour l'instant, il serait même question de refaire une nouvelle série. Bon, on s'est aperçu qu'Américains ou Japonais, ça fonctionnait toujours. Les enfants sont toujours les enfants. Dès que vous pouvez leur apporter un petit peu de rêve, c'est presque partie gagnée. Je me souviens toujours cette petite fille qui un jour est arrivée, mais son nez dépassait à peine le bout de la table. Je faisais des dédicaces et elle m'a dit, dis monsieur, ça existe, hein, les Schtroumpfs. Et c'était pas une interrogation, c'était vraiment une affirmation. Bien sûr, je n'ai pas détrompé, j'ai dit oui, si jamais tu vas te promener dans le bois qui est près de chez toi, et que tu vois un petit éclair bleu, tu auras peut-être vu un Schtroumpf. Oui. Ah oui, elle est partie heureuse ce jour-là. Moi, je me suis pris pour le Père Noël. Hein. Monsieur Neukens, est-ce que vous, par exemple, vous avez lu les aventures des Schtroumpfs? Oui, quand les enfants étaient petits, j'achetais tous les albums. Ah bon? Presque d'office, je peux dire. Oui, oui. J'ai même une de mes filles qui a collaboré à La flûte à 6 Schtroumpfs
comme colorieuse, je crois que c'est ça le mot. Coloriste. Coloriste. Oui. Coloriste. Bon, mais, hein. Donc, et elle s'en souvient encore toujours maintenant. Hein. C'est Bellevision ou bien? Chez Bellevision. Ah oui, oui. Donc elle a participé à l'œuvre de votre camarade de classe, quoi, en quelque sorte. Oui. Oui. Ah, disons, et les enfants, disons, le regardent encore, je dirais, avec plaisir. Les grands de 21 ans, plus tellement, je dois dire. Moi. Monsieur Vermeulen, et chez vous aussi, les enfants sont intéressés au Bien Schtroumpf? sûr, moi aussi, quand j'ai l'occasion de prendre un Schtroumpf, je le lis en cachette. Hein, parce que En cachette? Oui, hein, parce qu'on dirait... Déjà, on vous a supprimé les pieds nickelés, maintenant les Schtroumpfs, vous les lisez en Non, mais cachette? là, j'ai ma petite fille qui a 16 ans, alors elle a toute la collection, alors Oui. j'en profite. Et alors, il y a par exemple un personnage, Gargamel, il me fait penser au professeur de physique qu'on avait à Saint-Nicolas, Gargamel, vous voyez le Oui, personnage. oui. Professeur de physique, c'est 2 années plus tard que notre classe. Mais alors, ce professeur était toujours déguenillé avec des trous un peu partout avec ses expériences. Et alors, je fais un rapport entre Gargamel et les profs. Et ça n'est pas un professeur que vous avez voulu traduire en Gargamel. Non, peut-être Non, bien. c'était le méchant indispensable. À la réussite d'une bonne histoire merveilleuse. Les enfants adorent d'ailleurs avoir un peu peur. Oui. Quand Gargamel, ils savent très bien que les Schtroumpfs gagneront parce qu'ils sont plus intelligents que Gargamel. Mais ils aiment d'avoir peur. Ah, est-ce qu'il va les attraper? Oui. Ah, et puis, bon, il ne les a pas attrapés. Il y a d'ailleurs une anecdote, il y a de ça 3 ou 4 ans, nous avions fait une manifestation pour les 30 ans des Schtroumpfs ici à la Grand Place à Bruxelles. Et il y avait un personnage qui était déguisé en Gargamel. Et le soir, il a retiré donc son costume et il a montré ses jambes. Ils étaient pleins de bleu, parce que tous les gosses arrivent, oh Gargamel, paf. C'est pas vrai. Oui. Marqué. Vous voyez les dégâts qu'on peut faire. Oui. Peyo, est-ce que vous avez d'autres projets d'albums et des choses en cours ou des réalisations imminentes? Mais figurez-vous, je voudrais bien retourner à mes premiers amours, c'est-à-dire à Jean et Pierre-Louis, que j'ai dû abandonner à cause des Schtroumpfs. Comme je vous l'ai dit, je croyais que les Schtroumpfs allaient être épisodiques et puis on n'en parlerait plus et je referai cette série du Moyen-Âge avec Jean et Pierre-Louis. Et Jean était empêché à cause du succès des Schtroumpfs. Et maintenant, j'ai décidé de refaire un peu de Jean et Pierre-Louis. De Jean et Pierre-Louis avec une frousse, mais quelque chose de pas croyable. Oui. Parce que même des enfants m'en parlent encore maintenant, ils relisent les histoires que j'ai faites il y a plus de 40 ans. Et, mais moi, j'ai peur qu'ils me lisent en disant « Oh oui, c'est pas mal, mais vous savez, c'est plus comme dans le temps. » Oui, ça c'est... C'est un regard critique un peu difficile à admettre. Est-ce qu'il y a un album nouveau qui sort dans ces jours-ci? Dans l'immédiat, oui, il y a le Schtroumpf financier, qui est une petite satire du monde de la finance. L'argent n'existant pas chez les Schtroumpfs, un jour un Schtroumpf va dans la ville et découvre l'argent. Il rentre au village en disant « c'est pas bête cette histoire-là, on devrait faire la même chose ». Évidemment, oui, ça se termine très bien, oui. Comme toutes les histoires. Mais... Et le voici, le Schtroumpf financier. Le voilà, je le découvre presque en même temps que vous, parce que, oui. À mon avis, il vient de sortir de presse, il doit encore sentir l'encre. Il sent la merveille qu'est l'encre. Je signale d'ailleurs déjà à tous les camarades de classe que vous en avez apporté, que votre éditeur nous en a fourni une série pour que chacun d'entre vous puisse en avant-première découvrir les aventures, en effet, de ce Schtroumpf financier. Alors, Peyo, vous allez faire du Schtroumpf toute votre vie? Toute votre vie? J'ai l'impression, du moins jusqu'au jour où ils ne m'amuseront plus. Ce jour-là, faire quelque chose contre mon gré, non, je ne pourrais pas. Mais à ce moment-là, je ferai ou bien du Johan ou bien du Benoît Brisefer. Mais pour l'instant, les Schtroumpfs continuent à bien m'amuser. Oui. Donc il y aura certainement encore une suite à cette aventure du Schtroumpf financier. Et ils vivront longtemps après vous aussi? Vous croyez que je l'espère. Oui. Je l'espère. Je dois dire, j'ai été un petit peu choqué quand Hergé, lorsqu'il est mort, a dit « Bon, après moi, il n'y aura plus jamais personne qui dessinera Tintin ». Et
Ça m'a choqué de prime abord. Et puis, après, j'ai compris, bon, il n'avait pas d'enfant. Il n'y avait personne, donc ce sera un collaborateur. Ou bien ce collaborateur aurait fait mieux que lui. Hein, et là, il s'en serait retourné dans sa tombe. Ou bien on aurait dit, oui, c'est plus le RG. Et il ne voulait pas que Tintin soit un personnage moins bien fait que de son temps. Ouais. Mais comme j'ai eu la chance d'avoir un fils et une fille, ce sera, disons, mon héritage pour eux. Voilà. Ils sont donc voués à l'immortalité, ces petits personnages que chacun apprécie, que chacun adore, que tous vos enfants, petits-enfants, suivent avec beaucoup d'intérêt. Merci de les avoir créés, P.O. Merci de nous les avoir apportés ce soir. Merci à vous tous, camarades de classe, d'avoir apporté aussi vos lumières et vos souvenirs. Et à vous, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Schtroumpf d'alors, bien sûr. Bonsoir. Bien, messieurs, je